Bonjour, alors je suis Simon Bréant, par François Angeli. Je vais simplement assurer ici le passage de la parole, parce qu'il n'y a pas de modérateur, mais que voilà, nos intervenants seront plus à l'aise s'il y a voilà, un troisième terme. Mais comme je n'ai rien préparé sur la question et que je suis voilà, forcément sur mes... Je ne vais pas parler de moi et je vais simplement donc demander à chacun de mes intervenants de se présenter en quelques mots, ou s'entre-présenter peut-être, ce serait un exercice intéressant. Si Arnaud Hutier pourrait peut-être présenter Brice Tarvel et nous expliquer le principe de les liens qui les unissent à Jean Ray, et Brice Tarvel à ce moment-là présenter Arnaud Hutier, ce qui lui permettra de dire tout le bien qu'il pense de lui. Je vois si ça vous convient. On va dire l'inverse, hein, tout le mal, hein, c'est mieux, hein. Voilà. Donc Brice Tarvel, vie mystérieuse, ça m'évite de donner sa biographie complète, mais ce qui nous unit, c'est évidemment Jean Ray, et Brice donc fait partie des, on va dire des continuateurs de Jean Ray, dans la mesure où il publie des Harry Dickson, donc des Harry Dickson avec des références multiples à Jean Ray et une écriture qui est finalement assez proche, et je crois qu'il pourra vous parler un peu aussi de ça. Oui, Arnaud Hutier, à ma droite, comme il se doit. Éminent universitaire à Valenciennes, qui a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Jean Ray et à qui on doit entre autres ses rééditions aux éditions Alma. Et je vous conseille son gros volume Jean Ray, l'alchimie du mystère, qui est en vente dans le salon. Et là, vous apprendrez vraiment Jean Ray de fond en comble. Merci. Alors, j'aimerais commencer très simplement en rappelant brièvement, je vais vous demander de rappeler brièvement donc, qui est Jean Ray et quelle est son importance, d'après vous, dans à la fois la littérature française et la littérature d'imaginaire, qui est la nôtre. Et cela étant, ça nous mènera évidemment à la question de son actualité et de sa permanence parmi nous. Non, Jean Ray, c'est un vieux copain. C'était déjà celui de mon père. Il achetait les Harry Dickson en fascicule à l'époque. Et moi, gamin, je feuilletais ça. Je regardais surtout, je savais pas trop lire. Je regardais surtout les couvertures qui me fascinaient. Je me souviens entre autres de La prisonnière du clocher, qui n'est d'ailleurs pas un texte de Jean Ray, mais qui faisait partie des fascicules d'Harry Dickson, où on voit une femme ficelée dans un clocher avec le battant de la cloche qui s'apprête à s'abattre sur elle. Donc ça m'a marqué et voilà, je suis resté traumatisé, fêlé, et d'où mon parcours. Donc là, c'était qui est Jean Ray pour Brice Tarvel. Je crois que c'est aussi un partage de lecture qui n'est pas obligatoirement, en ce qui me concerne, si après l'importance de Jean Ray, on y reviendra, mais en ce qui me concerne, ne concerne pas obligatoirement les Harry Dickson, mais plus des romans majeurs, de la littérature fantastique, et je dirais même de la littérature tout court. C'est-à-dire que lire Malpertuis à 15 ans et le relire 2 fois dans la journée en se disant c'est ça finalement la littérature, je crois que ça a été partagé par de nombreux lecteurs de Jean Ray maintenant avec une empreinte finalement indélébile. Donc l'actualité de Jean Ray aussi, c'est ça, la permanence et les retours nécessaires de Jean Ray, c'est dire à quel point on finit par être proprement hanté par des lectures d'adolescence de Jean Ray, et puis de redécouvrir à différents stades aussi de la vie, redécouvrir Jean Ray, le relire différemment, avec une richesse. Certains auteurs, aussi littérature fantastique, peuvent marquer dans la jeunesse, je ne vais pas citer de nom pour ne froisser personne, mais des relectures un peu plus tardives restent des lectures nostalgiques. Tandis que Jean Ray, c'est une lecture permanente et plurielle, et qui revient sans cesse. Donc si on a les origines, à chaque fois, en tout cas pour tout ce qui est personnel, il y a aussi une permanence et une actualité. D'où encore une fois la nécessité d'actualiser Jean Ray au niveau des éditions grand public.
Alors, on a mentionné Harry Dixon, j'aimerais qu'on revienne quelques instants, on parlera ensuite plus de l'aspect de la littérature fantastique de Jean Ray, qui constitue évidemment un élément majeur, mais reparlons un petit peu d'Harry Dixon et justement du devenir d'Harry Dixon. C'est finalement un personnage qui a été à la fois qui a été adapté et inventé, et du coup je suis curieux d'entendre un petit peu justement ce que l'évolution de ce personnage à travers l'histoire et à travers la plume de Jean Ray, et peut-être d'abord la partie plus historique. La partie plus historique, effectivement, Harry Dixon, c'est un personnage, il faut le dire aussi, hein, parce que les avocats sont toujours tentés, puisque Jean Ray est associé à Harry Dixon, sont toujours tentés pour essayer de donner la paternité du nom à Jean Ray. C'était préexistant. Mais c'est effectivement, d'un point de vue littéraire, Jean Ray qui l'a créé, qui lui a donné une certaine forme, une certaine densité, liée à un style aussi qui est propre à Jean Ray, un imaginaire aussi qui est propre et qui ne se limite pas au roman policier, mais matinée fantastique, roman d'espionnage, un peu différents genres. L'aventure Harry Dixon, c'est une aventure, c'est très très long aussi, hein, puisque les racines, je vais éviter les termes en allemand, hein, l'accent ne me le permet pas, mais c'était les dossiers secrets des rois des détectives en 1903, qui ne portaient pas encore le nom Harry Dixon. Mais pourquoi c'est l'origine aussi de Harry Dixon? Parce qu'il y avait les couvertures d'Alfred Roloff. Donc après, il y a eu différentes réécritures, traductions de ces récits en italien, il change de nom, ça devient Petrosino. Et finalement, c'est un éditeur néerlandais, il scène donc les Hagan, mais c'est Roman Boek en Kustendel, qui va retraduire les fascicules de l'allemand en néerlandais, et qui cette fois-ci propose le nom Harry Dixon. Donc c'est en 1928, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus le mois. Donc Jean Ray ne peut tout simplement pas avoir collaboré dès le départ, puisqu'à cette époque-là, il est en prison. On y reviendra peut-être sur l'épisode de la prison. Mais donc le nom Harry Dixon est créé, et ce qui va se passer, tout le monde connaît un peu l'histoire d'Harry Dixon, c'est que quand il sort de prison, après ses échecs un peu littéraires, le retour de Jean Ray, il a besoin de vivre, hein, et comme il ne sait faire qu'une chose, c'est écrire, il traduit, et puis au fur et à mesure il adapte, parce que les récits allemands sont quand même assez mauvais, même très très mauvais quand même, il faut le dire. Sur certains c'est assez mal écrit, les intrigues ne tiennent pas toujours, et il va plus vite finalement, c'est son choix, à réécrire directement les aventures, les inventer complètement. Donc on a la genèse, grâce à André Verbruggen, de savoir à partir de quel moment il écrit véritablement les Harry Dixon, etc. Ça, c'est une affaire de spécialiste, mais qui est quand même intéressante aussi. Mais il va réécrire avec la seule contrainte, c'est pour ça que c'est important, l'éditeur flamand dit, voilà, ce qui fait l'attrait aussi des Harry Dixon, on reviendra aussi sur les couvertures des aventures de Brice, hein, ce qui fait l'attrait des aventures d'Harry Dixon, une partie de l'attrait, ce sont aussi les couvertures d'Alfred Roloff, qui ont été récupérés donc des fascicules allemands. Et la seule contrainte que Jean Ray a, c'est de faire mention, de mentionner obligatoirement dans l'aventure l'illustration de couverture. Donc c'est quand même un exercice littéraire assez rare, puisque c'est quand même l'illustration qui commande finalement l'histoire. Donc ça donne des choses assez étonnantes parfois, c'est-à-dire que comment, à un moment de l'intrigue, il va réussir à replacer une scène qui décrit précisément la couverture. Et parfois il arrive à s'en moquer. Donc ça c'est vraiment Harry Dixon. Ensuite, bon, ça s'arrête juste avant la Seconde Guerre mondiale, au moment où il n'y a plus de couverture d'Alfred Roloff. Donc comme quoi le succès venait aussi des couvertures. Il y a deux fascicules, les deux derniers fascicules sont avec des couvertures plus modernes. Et puis l'aventure Harry Dixon, c'est finalement la redécouverte dans les années 60. Ça ne fait pas partie des grandes figures récupérées par les surréalistes, hein, quelques surréalistes, mais c'est pas Fantomas, il n'y a pas la même importance. Redécouvert par Alain Resnais qui veut le filmer, donc avec cette aventure du film d'Alain Resnais, redécouvert par Marabout quand on redécouvre Jean Ray justement, et perpétué par des suites, des pastiches de Harry Dixon à partir de Gérard Dolle notamment, ensuite des bandes dessinées aussi, Avoué, et il y en a une troisième aussi actuellement, il y a 3 séries Harry Dixon en bande dessinée et différents continuateurs
qui font que Harry Dixon existe maintenant au-delà de genré, même si Brice pourra nous dire ça reste quand même genré. Alors justement, y a-t-il toujours ce lien aux couvertures? Non, j'écris l'histoire, moi, et le dessinateur dessine en fonction du récit que j'ai bouclé. Donc c'est l'inverse de genre. Mais ça ne me dérangera pas de partir d'un dessin de couverture, parce que ça a un côté stimulant aussi, un côté moteur. Donc probablement que j'aurais ressenti ça aussi. C'est un peu un jeu. Sinon, est-ce que le souvenir des couvertures agit dans l'écriture des couvertures originales? Non. Je m'intéresse surtout au texte, quand même. Je suis quelqu'un du texte. Et c'est ce qui me charme chez Jean Rey, c'est ses ambiances et ses personnages palos de peindre, les vieilles filles, les ambiances lugubres, les personnages même sont lugubres. J'aime beaucoup, moi j'aime la grisaille, j'aime qu'il n'y ait pas trop de lumière, c'est-à-dire c'est tout le contraire de notre époque maintenant. Et donc ça me fait m'attacher beaucoup à l'univers de Jean Rey. Alors j'essaye humblement de restituer ce qu'il a pu produire, mais bon, il reste lui. Si je peux ajouter aussi sur les couvertures, la particularité d'Harry Dixon, c'est justement qu'au départ, c'est quand même le Sherlock Holmes américain. Chez Jean Rey, on a la suite aussi chez Brice Tarvel, c'est que, encore une fois, ça part assez rapidement au niveau du fantastique, qui peut être aussi du fantastique expliqué, mais ce sont surtout des romans policiers d'atmosphère, cette atmosphère justement avec des univers sordides, des personnages hors normes, obligatoirement hors normes. Même le monstrueux peut être rationalisé par Jean Rey, c'est ça qui est quand même assez curieux. Et encore une fois, moi il y a quelque chose, c'est presque une question que j'aurais envie de poser à Brice aussi, parce que ce qui m'a toujours frappé dans les Harry Dixon, parce que ça vient des couvertures, c'est cet aspect aussi intemporel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement à quelle époque ça se situe, et on ne peut pas savoir, parce qu'à partir du moment où c'est écrit par Jean Rey dans les années 30, et où il doit faire référence à des couvertures qui ont été composées au début du XXe siècle, donc 1900, la plupart, mais il est toujours obligé de jouer avec ce décalage. C'est-à-dire pour que ça soit, parfois ça ne l'est pas, puisqu'il va rajouter une scène, parce que quand il y a des hindous, c'est simplement, ça se passe dans une cave de Londres où on reproduit une scène qui se passait là-bas, mais souvent il est obligé de faire référence à des vêtements qui finalement ne sont plus les vêtements des années 30. Ce qui fait qu'on n'a pas de trame définie, même si ce sont des récits contemporains, ou supposés être contemporains. On n'arrive jamais à savoir, et ça fait partie aussi du charme des Harry Dixon. Donc je ne sais pas si toi ça... Oui, les personnages sont souvent habillés de façon désuète, à la mode du siècle d'avant. Et il y a aussi le côté du Londres de Jean Rey, où il y a beaucoup de la Flandre dedans. Dans certaines descriptions, on reconnaît plus la Flandre que la capitale de la vieille Albion. Et ça aussi, ça fait un charme. Et puis, la dernière chose, puis après pour les couvertures, c'est que ce qui est aussi assez amusant au niveau des couvertures, c'est que même si c'est générateur d'intrigue chez Jean Rey, c'est qu'il peut s'en moquer aussi. Et se moquer, il y a toujours ce côté, quand j'aurais écrit Harry Dixon, c'est aussi une question que je pose à Brice, il y a toujours ce côté clin d'œil, ce côté, vous êtes dans de la littérature de genre, donc je vous rappelle que c'est de la littérature de genre, et je m'en moque aussi, mais parce que ça fait partie, c'est le principe même du fonctionnement de la littérature populaire, de toujours avoir cette connivence avec le lecteur. Je pense à un fascicule, si tu dois te souvenir aussi, qui est échappé à une mort terrible, et en fait, c'est le premier fascicule, donc la première couverture d'Alfred Roloff, et où on voit justement Harry Dixon qui est attaché, ficelé. Un détonateur qui est prêt à... C'est ça, un détonateur avec des têtes de mort derrière. Et donc la scène, le fascicule écrit par Jean Rey commence par la description, mais complète,
de la couverture. Et là, c'est très très long. C'est vraiment, il décrit, donc on a l'impression qu'il prend la couverture et il dit « je vous décris la scène ». Et à la fin, il y a ce commentaire de Harry Dixon qui se dit « mais qu'est-ce que c'est que cette situation stupide ? On se croirait dans le dernier roman, à 4 sous, le plus mauvais roman de gare existant. » Donc il y a toujours cette connivence avec le lecteur. Donc est-ce que toi aussi tu ressens ça, ou et puis même sur ce que tu écris maintenant, s'il y a cette connivence qui est maintenue? Dans tous mes récits maintenant, que ce soit Jean-Ray ou d'autres choses, j'essaye toujours d'instiller de l'humour. Quand ça me vient, c'est la fameuse phrase, c'est toujours mieux avec de l'humour. Donc j'applique un peu ça, et dans Jean-Ray, effectivement, je cherche de trouver des situations cocasses, des personnages, des hurluberlus, des choses qu'on retrouve un peu dans Chapeau blanc, botte de cuir. Il y avait des personnages comme ça qui arrivent brutalement, ils ouvrent la porte et il y a un personnage déguisé en Napoléon, je ne sais quoi, il y avait des choses comme ça. Donc il y avait déjà un peu ça dans Jean Ray, et j'essaye d'appliquer aussi un procédé de cette sorte. Alors en élargissant un petit peu, mais tout en restant un petit peu forcément sur Harry Dixon, la question du fantastique et de l'humour était évoquée quasiment dans la même phrase. Est-ce que l'idée de l'humour est vraiment importante pour Jean Ray, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il réserve, disons, justement à la connivence d'un Harry Dixon, et qu'il n'introduirait pas de façon excessive dans ses récits plus soutenus, en quelque sorte, ou est-ce que c'est quelque chose qui traverse toute son œuvre? Y a-t-il un humour du fantastique chez Jean Ray, au sens large? Il y a un humour très noir, très grinçant, très dur. Je pense notamment aux contes du whisky, surtout au début, puisque les contes du whisky sont basés sur des hallucinations, de voir le monde déformé jusqu'à certaines formes d'absurdité, et de voir ce jeu avec les apparences qui prend... l'acception du mot « jeu » est plein. C'est vraiment le mot pris au premier sens du terme. Et je pense à Mon ami le mort, par exemple, une nouvelle comme Mon ami le mort, qui a un ton complètement distancié, où le personnage se retrouve... il y a toujours ce retournement du mot, se retrouve dans un cabaret où il est à côté de quelqu'un en noir qui lui dit « oui, mais tu ne vois pas, je le fais très court et je n'ai pas le talent de genre pour raconter de toute façon », en disant « tu ne vois pas que la personne là est décédée depuis un mois, etc. » Et puis finalement « ah oui, mais là, regarde bien, elle a été guillotinée », et de se rendre compte qu'il est dans un bar finalement où toutes les personnes présentes sont mortes. Et puis après, il lui dit « voilà, moi j'habite au cimetière, donc mais tu sais, on y est mieux quand même ». Puis il sort son couteau en disant « tu vas nous rejoindre, ça va être pas mal quand même la vie, j'habite 3e allée », donc il y a le côté déjà humoristique. Et puis finalement, le personnage qui est pris dans ce piège va finir par tuer celui qui veut le tuer lui-même, et on découvre que c'était des acteurs de Drury Lane. Donc encore une fois, il y a ce côté vraiment jeu, maquillage. Parfois, quand il n'y a pas cet humour-là, on sent toujours le maquillage. Mais là, c'est inversé, c'est aussi morbide, parce que finalement, la personne est aussi bernée. Donc c'est un jeu avec les apparences chez Jean Ray. Finalement, il prend vraiment la logique du fantastique, c'est-à-dire de l'indétermination dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des récits qui entrent dans la science-fiction, d'autres qui sont des récits plutôt des récits policiers dissimulés. Donc il y a un jeu là-dessus, et ce qui fait que le lecteur, c'est une façon de poursuivre le doute fantastique sans forcément trop, sans laisser toujours triompher l'interprétation indécise, l'idée que effectivement tel fantôme existait. Et de ce point de vue-là, dans Harry Dixon et dans le prolongement qu'on peut apporter à cela, quelle marge de manœuvre y a-t-il par rapport à cette logique, cette représentation-là? C'est-à-dire, est-il possible de faire un peu autre chose que ce qu'il fait et ce qu'il a pu faire? Ou est-ce qu'il y a vraiment une contrainte? Parce qu'on retrouve la logique de l'hommage et de la tradition, c'est toujours compliqué ensuite quand on veut renouveler le récit.
C'est une affaire de musique. Moi, je trouve que chaque auteur a sa petite musique et il se trouve que celle de Jean Rey me séduit et il faut que je retrouve les notes et les mots appartenant à Jean Rey, reconstituer tout ça, laisser vagabonder son esprit. Et puis, la question initiale, c'était quoi? De quelle marge de valeur est-ce qu'on dispose? Il n'y a personne qui est là pour, surtout pas Jean Rey, pour me gronder. Donc je suis respectueux et j'essaye de marcher dans ses pas, en respectant son texte, toutes ces ambiances dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je me permets d'y ajouter des petites choses de mon cru, comme mettre plus en valeur certains personnages, comme la gouvernante ou Tom Wills, et d'ajouter aussi de l'humour, dont on a parlé déjà. Et c'est tout, je ne m'éloigne pas trop. J'essaye de faire une contrefaçon la mieux possible. Je suis d'accord. Voilà. Alors j'aimerais bien revenir à l'épisode de la prison, parce que c'est du suspense, on nous a promis quelque chose, on aimerait savoir. Voilà. Alors, vous voulez quelle version? Je dirais la version légendaire ou la vraie? En fait, les deux peuvent avoir leur intérêt, parce que la question est de savoir qui a construit la légende à ce moment-là. Donc la légende, c'est Jean Rey. Donc c'est la première version, celle qui était connue, y compris par Marabout, dans les années, promulguée par Marabout et Henri Verne, notamment avec un texte magnifique dans les 25 meilleures histoires noires, c'était le Jean Rey, trafiquant d'alcool, coupeur de tête à Canton, qui passait des folles nuits d'agape à Kingston avec Sandrard, et dit qu'il tenait mieux l'alcool que lui. Jean Rey avait deux bras, donc c'était un peu plus que Sandrard. Mais donc, il doit raconter des exécutions capitales, etc. Et puis, donc, il aurait fait cette prison, ces 3 ans de prison pour trafic d'alcool. Ça, c'est la version légendaire. C'est la version, on va dire, Jean Rey. Parce que ça, pour moi, ça fait partie du personnage Jean Rey. Et la version Raymond de Crémeur, donc Raymond de Crémeur, c'est le personnage réel qui a donné Jean Rey. C'est tout simplement un petit détournement de fonds minable. Enfin, je ne fais pas l'apologie des détournements de fonds, mais celui-là est particulièrement minable. Avec un petit agent de change sur des actions Katanga. Comme quoi il faut faire attention avec les actions, parce qu'il les a vendues, en fait il n'avait pas les actions, et puis c'est des actions liées au Congo belge. Et donc je ne sais plus, il a vendu 10 actions comme ça, il a prétendu, il a récupéré, il a fait un acte notarié avec un agent de change. Et je me souviens plus des sommes, donc au départ il devait peut-être 100 000 €, et puis 6 mois après c'était monté à 1 million. Et donc il y a quelqu'un qui a porté plainte, donc celui qui devait ses 10 actions, et finalement on s'est rendu compte qu'il avait fait la même chose avec une vingtaine de personnes. Donc c'est bête, quand il y a la meute qui arrive, tout le monde se met ensemble, et finalement il s'est retrouvé à faire de la prison pour escroquerie, enfin détournement de fonds. Et donc il fait 6 ans, il est condamné à 6 ans et 6 mois de prison, donc il en fait la moitié. Ça c'est en 1925, il part en prison 25, occupé, il sera un peu 3 ans et 6 mois, 7 mois après. Dans l'histoire, ce qui n'est pas très moral, parce que je vais passer au côté moral. Ce qui est, oubliez la phrase précédente. Ce qui est quand même assez curieux, c'est qu'il est condamné au même titre que l'agent de change avec lequel il travaillait, 6 ans et 6 mois. Jean Rey lui en fait la moitié, alors que l'agent de change en fait l'intégralité. Tout simplement parce que l'oncle de Jean Rey était ministre à l'époque. Ça peut aider. Donc, on se plaint toujours des hommes politiques actuels, mais à l'époque c'était déjà un peu comme ça. Et puis, il va écrire la plupart de ses œuvres en prison. Il faut savoir que la prison est importante, si tu en parles. La prison est importante parce que juste avant d'aller en prison, il venait de publier son premier recueil. Donc Les Contes du Whisky, le premier volume qui est réédité par Alma. Voilà. Premier recueil de Jean Rey, réussite commerciale et aussi critique, surtout critique. Un article dans la NRF 3 mois après de Marcel Arlan, 3 mois après la publication, des articles partout en France. Donc d'un seul coup, Jean Rey est promulgué comme l'auteur,
personne ne comprend, une sorte de météorite qui arrive avec un recueil, avec une particularité, une singularité au niveau de l'écriture. Enfin, tout le monde donne ça en disant mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cet auteur qui ne ressemble à personne, ou qui ressemble un peu à tout le monde, et qui finit par être vraiment unique, parce qu'il y a le côté Macorlan, il y a le côté évidemment Poe, il y a le côté roman d'aventure, il y a le côté fantastique, il y a le côté halluciné, et La prison arrive juste après. Donc c'est 6 mois après la publication des Contes du whisky. Donc si tu parles de La prison, c'est véritablement là aussi quelque chose qui est fondateur, parce que le genre tel qu'on le connaît ne peut pas se concevoir sans La prison. Alors là, je ne vous invite pas tous à aller faire la prison si vous voulez être écrivain. Il va y avoir de bonnes conditions de détention. Et est-ce que justement, est-ce qu'on peut noter en termes d'analyse littéraire, est-ce qu'on peut noter une évolution de son style du fait de la prison? C'est-à-dire, est-ce qu'il est identique avant d'entrer et pendant qu'il y est, ou est-ce qu'il y a un effet? Alors, moi j'ai toujours pour habitude de dire que sans la prison, genre n'existait pas. C'est-à-dire que sans la prison, à mon avis, on n'était peut-être pas obligatoirement là. Il y a une différence quand même vraiment importante entre ce qu'il fait avant et ce qu'il fait pendant la prison et ce qu'il rajoute après. Les Contes du whisky, c'est un recueil que je trouve absolument admirable, encore une fois très original, mais qui est... Bon, attention, ce que je vais vous dire ne vous empêche pas de l'acheter, il faut absolument le lire. Mais s'il y a peut-être un petit reproche que je ferai au recueil, c'est que finalement, il y a un moment où on voit le système. C'est-à-dire que c'est un recueil qui est terriblement construit. C'est-à-dire qu'on voit le projet de Jean Ray. On voit que c'est vraiment travaillé, qu'il y a cette volonté, qui est une volonté aussi, ce que lui appelle scientifique. Il y a cette perspective behavioriste, de montrer des personnages. Il y a quand même des nouvelles qui sont des exercices de style. C'est virtuose, mais ça reste un exercice de style. Entre deux vers, de présenter une nouvelle où il n'y a aucun connecteur, où c'est simplement un dialogue qui fait l'histoire, c'est un exercice d'équilibriste d'un point de vue littéraire. Et ça, il le fait très bien, mais on sent qu'il y a ce côté, je sais où je vais travailler cet exercice de style, je vais vraiment faire un système qui est un peu fermé sur lui-même, et puis ça fonctionne d'une part, et en même temps, il y a cette personnalité de Jean Ray, qui, à mon avis, était quelqu'un fortement imbu de lui-même. C'est-à-dire que je pense qu'avant la prison, il était persuadé d'être le plus grand écrivain du siècle. Moi, je pense que c'est quelqu'un que je pouvais détester en moins de 5 minutes. On le voit, c'est vraiment sur les photos de l'époque, c'est moi devant, tout le monde derrière. Quand il a cette réussite du recueil Les Contes du whisky, la première chose qu'il fait, c'est s'acheter une voiture avec chauffeur, c'est d'aller au Palace Hotel à Zeebrugge, de montrer que les signes ostentatoires de richesse, pour dire voilà, j'ai réussi. Et donc la prison, ça c'est une coupure véritable. Donc ce que ça ajoute, la prison, c'est évidemment une noirceur qui est très forte. C'est une solitude aussi. C'est-à-dire que tous ces grands récits, La ruelle ténébreuse, le psautier de Mayence, Le bout de la rue, tous les grands récits de Jean Ray sont des récits qui ont été publiés certes en 1931, mais qui pour moi ont été écrits pendant qu'il était en prison. Et c'est absolument ahurissant de voir comment il y a cette noirceur, cette solitude, ce chemin qui est interminable, où il n'y a pas de but. Quand on a le bout de la rue, c'est quand même de dire on ne sait pas où on va. Il y a ce bout de la rue, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait qu'on va y aller, on est aidé par personne. Il y a cette... Tu parlais d'indécision, n'importe, mais là, il n'y a même pas d'explication, il n'y a même plus d'explication. Donc, ce sont des récits qui, encore une fois, cette fois-ci, sont d'une densité terrible, parce qu'autant c'était ce qu'on appelle les Contes du whisky de chorale, c'était un ensemble, donc tout le monde était identique, certes, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur un personnage qui ne sait plus, la plupart des personnages ne savent plus du tout où ils sont. La croisière des ombres, qui est le 3e volume chez Alma, qui est son plus grand recueil, c'est étonnant comment cette solitude frappe tous les personnages, y compris d'un point de vue même sémantique, on peut le regarder, à quel point ça revient en permanence. Donc oui, pour répondre à ta question, la prison, au niveau de l'analyse littéraire, on ne peut pas, avec toutes les difficultés que l'on connaît, au niveau biographie et puis le rapport à l'œuvre, mais c'est évident. Donc il y aurait eu un effet sur le style. Est-ce que, là c'est vraiment... Là, c'est vraiment difficile de lier biographie strictement à l'écriture, mais est-ce qu'il peut y avoir eu, par ailleurs, un effet, disons, connaissance de première main
dans ensuite ce qui est réinvesti dans Harry Dixon, ou est-ce qu'on est vraiment uniquement dans la question de Harry Dixon? Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce soit autre chose que des effets de genre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de, finalement, voilà, le repris de justice qui, parlant, voilà, est-ce qu'on peut repérer ce genre de choses, ou est-ce que, voilà? Je ne comprends pas très bien. Mais en fait, est-ce qu'il y a un impact, disons, d'une connaissance qu'il aurait eue d'un milieu criminel, un milieu du judiciaire, la question des procès, est-ce que d'une manière ou d'une autre, voilà, ça peut avoir nourri d'une manière ou d'une autre l'écriture d'Harry Dixon, ou est-ce qu'on est vraiment uniquement dans le jeu? Dans l'écriture de Harry Dixon, de genre. Oui. Oui, il y a souvent des détenus en fuite, des marginaux qui habitent des marécages, des braconniers. Il y a toute une faune comme ça qui, lui, peut s'apparenter à des choses qu'il a vécues. Et en ce qui me concerne, je me contente de reprendre éventuellement ces conditions de pauvres gens, borderline. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ah, c'est le modérateur. C'est ce qui est... Parce qu'on revient sur la question un peu de la légende, hein, de tout à l'heure. Les informations de première main, il en a, puisque bon, il y est en prison. Il y passe 3 ans et demi. Et il y a notamment une aventure de Harry Dixon, puisqu'il écrit, toutes les aventures de Harry Dixon sont écrites en français, par genré, sauf 2, qui sont publiées dans le slang, qui sont publiées en néerlandais. Il y en a une qui se passe, les 3/4 de l'intrigue, tu dois la connaître, hein, c'est la guillotine ensorcelée, qui se passe dans la Neuendeling, la prison de Gand. Donc la prison de Gand où il a passé 3 ans et demi. Et là, c'est une connaissance des murs de première main, quoi. Et en même temps, c'est assez frappant parce que c'est les aventures d'Harry Dixon les plus sombres aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on voit même Harry Dixon qui se balade en permanence dans les couloirs et qui voit des vies de fantômes, etc. Enfin, donc tout l'aspect morbide. Donc ça, c'est une connaissance de première main, mais c'est aussi un jeu de genre. Parce que cette manière, quand je parlais du jeu tout à l'heure, cette manière de se sortir, parce qu'il va avoir une carrière finalement assez triste, hein, à part être reconnu en 1961, il va être rejeté un peu par tout le monde. Et cette manière de réinjecter sa vie, pour en faire un élément de fiction, et sa légende qui est aussi un élément de fiction, qui joue avec ça, c'est une manière de distancier aussi cette forme de réalité, de reconstruire. Parce que la Neuendeling, la prison de Gand, il en parle à plusieurs reprises. Et jamais il ne dit c'est moi. Jamais il ne dit j'ai été là-bas. Il y a un article toujours dans Onceland qui est quand même, au niveau de fabulation, au niveau de jeu de mystification, qui est quand même assez extraordinaire, où il fait un reportage qui dure 2 mois. Donc c'était toutes les semaines dans Onceland. Un reportage, il écrit sur John Flanders, hein, c'est le nom qu'il utilise aussi, et il fait un reportage sur la vie carcérale. Donc c'est en 1934, hein, donc il est sorti de prison 5 ans avant, et évidemment il fait un reportage sur la Neuendeling de Gand. Et donc il ne va jamais dire en même temps je connais bien les murs puisque j'y étais. Donc il invente une histoire en disant qu'il a rencontré quelqu'un qui lui donne des informations. Et donc il utilise ce personnage. Et ça rejoint un peu ta question, parce que même si moi j'ai aussi du mal à faire, il ne faut pas replier complètement l'œuvre, la biographie sur l'œuvre, hein, ça évidemment, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter toute la vie de Brice Darvel tout à l'heure. Mais quand il décrit la Neuendeling de Gand, dans son article, on retrouve les images qui sont utilisées dans sa fiction. C'est-à-dire qu'il décrit à un moment une messe dans la prison de la Neuendeling, et il parle d'une messe de décapités, puisqu'on ne pouvait voir que les têtes. Voilà, les messes à l'église, voilà, on ne pouvait pas... Et alors après, il décrit qu'à chaque fois, il y a un perroquet, une histoire de perroquet fantôme, et il reproduit des graffitis, qui sont des graffitis à chaque fois morbides. Donc, et ça, ce sont encore une fois des images qui, par contre, vont être utilisées dans sa fiction. Donc on est toujours dans cette part de jeu, et la construction de la légende, ça va être finalement un élément supplémentaire pour dire, ok, tout devient fiction. Moi, Jaurès, j'appelle toujours Jaurès, c'est l'homme-livre, l'homme-texte. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est même plus une question de savoir de biographie, c'est que tout devient élément à voir différemment la vie, le côté morbide, et ajouter des personnages. Donc l'appareil judiciaire,
il est là, dans les Harry Dixon, mais c'est pas obligatoirement le plus important, puisque les intrigues, finalement, à partir du moment où vous avez affaire à un vampire, c'est plus difficile. Enfin, est-ce que vous lui mettez les menottes, etc. Est-ce que vous allez faire affaire à un juge qui va dire non, le vampire ne peut sucer du sang que le lundi au mardi, etc. Enfin, Terry Pratchett le ferait. oui. Mais nous ne sommes pas chez Terry Pratchett. J'aimerais bien revenir justement, enfin, refaire un petit peu d'histoire littéraire pour le coup, mais de revenir sur cette redécouverte et finalement sur le genre d'aujourd'hui. C'est-à-dire finalement la présence de genre depuis les années 60 dans la littérature française au sens large, et donc ce qui fait que aujourd'hui et de plus en plus, c'est une figure qui a sa place dans le panorama littéraire, notamment celui qui nous occupe ici. Oui, qu'est-ce que je dise là-dessus? Certain que oui, j'aurais pris sa place dès l'instant, surtout quand ça a été réédité chez Marabout. Je crois que c'est Henri Verne qui a poussé non, c'est ce que je sais moi. Et donc ces livres ont été ressortis, il a été signé à Paris, et à partir de là, il était de plus en plus connu. Il y a eu des nouvelles qui sont parues dans la revue Fiction, et on l'a comparé à Poe, à Lovecraft, et il s'est installé au panthéon des grands auteurs fantastiques, avec en plus son style, le fait qu'ils viennent de Belgique aussi, de Flandre, des tas de facettes intéressantes. Il faut le lire. Je ne peux être que d'accord. L'importance littéraire de Genré, effectivement, s'il s'est imposé comme une grande figure, c'est indéniablement Marabout. Marabout et aussi toute la littérature fantastique telle qu'on pouvait l'apercevoir. Si on reste au niveau de l'histoire littéraire franco-belge, d'une certaine manière. Marabout va imposer certaines écoles. Moi, je n'appelle pas obligatoirement ça l'école belge de l'étrange, mais bon, c'est aussi l'époque où on redécouvre par Marabout, où on découvre pleinement aussi des gens comme Claude Seignol. Donc, c'est-à-dire toute une manière, et il faut voir à quel point c'est aussi lié au mouvement Planète. Donc, toute une manière de se dire, finalement, il y a une façon de voir la réalité qui serait quand même assez curieuse. C'est aussi l'époque où on découvre d'une certaine manière Lovecraft. Lovecraft par Planète, c'est pas la même chose que le Lovecraft plus rationnel, on va dire. Oui, et il y a la vogue aussi Gelderod, tout simplement. Gelderod aussi, Gelderod qui est un peu plus tôt, mais qui est aussi republié par Marabout. Donc il y a Gelderod, qui est joué dans les années 50. Qui est joué dans les années 50. Qui rencontre un certain succès. C'est ça. Et qui est réédité par Sortilège, publié pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis après réédité par Marabout. Franz Lenz aussi, qui est réédité. Donc ça veut dire qu'il y a tout un moment où ça va cristalliser un peu une vague d'auteurs, même d'auteurs anciens, d'auteurs publiés précédemment. Mais ça, on reconstruit à cette époque-là, et Genré apparaît comme la figure tutélaire de tout ça. D'où l'importance de Genré, parce que lui, il y a plus une œuvre qu'Elderod. Quand il est réédité par Marabout, il y a un seul volume de recueil. C'est Sortilège. Oui, il y a le théâtre. Il y a le théâtre chez Gallimard, mais donc Genré, c'est celui qui a justement écrit, qui apparaît comme un écrivain qui a voué toute son œuvre, toute sa vie à écrire du fantastique. C'est comme ça qu'il arrive à s'imposer avec son style particulier. Ça, c'est vraiment l'époque Marabout, ce qui va frapper des Robert Laffont, après, donc s'imposer comme personnage, comme écrivain important. Mais en même temps, si on revient il y a une connexité justement un peu entre l'univers de Gelderod et celui de Genré, etc. Un humour macabre, etc. Oui, de toute façon, il y a une correspondance qui est... bon, si je reviens un peu en arrière avec Elderod, c'est parce que c'est aussi avec Genré, ça c'est l'époque Marabout, c'est vraiment ce qui émerge, ce qui touche un public beaucoup plus large. Genré, donc il y a trois époques où il est connu. 1925, la prison, oubliée, et redécouverte pendant la Seconde Guerre mondiale, par des gens comme Robert Poulet, Gaston Deric, qui le découvrent aussi autour du réalisme magique. De voir d'une certaine manière, ce n'est pas obligatoirement le fantastique, et qui on redécouvre aussi à l'époque, c'est justement en Belgique, parce que la Belgique est coupée, les frontières sont coupées avec la France, et on redécouvre justement trois auteurs, principalement Franz Lenz, Gelderod,
puisque Sortilège est publié en 1942, même s'il y avait une partie de son théâtre qui était publiée avant et qui sera toujours en France après la Seconde Guerre mondiale, et Jean Ray. Et le problème de Jean Ray et de Gelderode, un peu, c'est que Gelderode a eu un peu plus de soucis, c'est qu'ils sont soutenus par des critiques qui sont quand même des critiques collaborationnistes, pas collabo. Robert Poulet, etc., et Gaston Dery, qui va venir après inventer, comme il dit, la science-fiction en France, le nom de Lucas Deline, etc. Et, bon, parce qu'il ne peut plus utiliser son nom civil. Donc il y a toute cette vague qui existe déjà, enfin, il y a toute une sorte de continuum, mais qui est en creux un peu. Encore une fois, moi ce que je dis sur le marabout, pourquoi il s'impose, c'est parce que ça rend visible véritablement avec une entreprise éditoriale importante, et ça le rend visible, c'est pour ça qu'on revient toujours sur la légende, comme on est dans cette mouvance un peu planète, et de dire que pour écrire du fantastique, il faut toujours être en connexion un peu avec l'étrange. J'aurais le personnage idéal, parce que comme il se présente avec la légende, et comme il dit, finalement, je ne suis pas un grand imaginatif, parce que tout ce que j'écris, je l'ai vécu, il s'impose comme le personnage important, tutélaire. En disant, c'est son œuvre, un peu comme Bergier pouvait voir aussi Lovecraft d'une certaine manière. Quoi. Et donc, il y a une contamination réciproque, ce qui fait qu'on a frappé aussi beaucoup une ou deux générations, une contamination réciproque, d'où le texte d'Henri Verne, entre l'œuvre et le personnage qu'il s'est créé. Et ça, c'est assez frappant. Donc le texte de Verne, pour moi, est tout aussi important. C'est pas lui qui est l'instigateur de la réédition, mais c'est lui qui intronise ce personnage qui répond à son œuvre. Ce qu'il faut noter aussi, là je défends les illustrations, c'est les magnifiques couvertures de Liebens, qui ont fait pour la notoriété de la collection Marabout et de Jean Ray. Tout à fait, oui. Oui, je voulais poser une question justement sur les rapports avec Henri Verne, parce qu'avant de lire ses recueils de nouvelles ou Malperçus, moi je l'ai connu à travers Henri Verne et Bob Moran, où il nous explique la série de modèles à certains des adversaires de Bob Moran, où il en parlait comme quelqu'un d'un trafiquant qui avait hanté les mers de Chine. Trafic aux Caraïbes avec... Oui, oui, tout à fait. Et ils se connaissaient vraiment, ou c'est Henri Verne qui a inventé tout ça Ils se connaissaient. Ils se connaissaient, mais beaucoup moins que ce que dit Henri Verne. Oui. Voilà. Mais ça n'empêche que j'aime bien Henri Verne pour d'autres choses. Oui. Mais c'est tout. Enfin, moi, c'est sur mon défaut, je ne vais pas dire la qualité, c'est mon défaut d'universitaire à dire toujours que... Voilà, oui, c'est vrai qu'avant de lire ces livres, moi, je connaissais à travers Bob Moran. On a pu se fâcher, pour la petite histoire, c'est enregistré, j'espère. On a pu se fâcher avec Henri Verne sur certains points. Parce qu'il y a un moment, justement, il nous reprochait à l'amicale Jean Ray, etc. Il dit, vous êtes en train de détruire Jean Ray parce que vous enlevez la légende. Et parce que lui a participé pour construire la légende. Et moi, je lui ai toujours dit, je lui ai dit, écoutez, moi, j'admire ce que vous faites, j'admire ce que vous avez fait pour Jean Ray. Parce qu'encore une fois, sans le texte d'Henri Verne, pour moi, l'impact n'était pas aussi grand. Enfin, le texte des 25 meilleures histoires noires, c'est un merveilleux texte de fiction d'Henri Verne. C'est magnifiquement bien écrit, et comment il présente un personnage genré, justement, et on voit que Henri Verne l'utilise comme personnage de fiction. Donc on voit très bien que c'est un personnage de fiction, mais il est perçu comme tel à l'époque. Donc encore une fois, moi je suis toujours redevable à Henri Verne de dire, vous avez participé pleinement au retour de Jean Ray. Mais il y a un moment, moi si je travaille sur, non pas Jean Ray, mais encore une fois, ça c'est vrai pour Jean Ray, mais si je travaille sur Raymond de Kremer, c'est faux. C'est faux. Et je ne détruis pas la légende. Mais c'est peut-être encore plus merveilleux de voir à quel point il est mystificateur, Jean Ray. C'est encore plus merveilleux de voir que j'ai montré encore, il n'y a pas très longtemps, je travaillais justement sur le faux avec mes étudiants. Et je leur montrais, j'ai utilisé comme document quand Jean Ray a été interviewé par Pierre Dumayet, la lecture pour tous. Et cette émission est formidable, c'est quand même lecture pour tous par Pierre Dumayet, et il y a Jean Ray qui est comme ça assis, et puis Pierre Dumayet qui... Alors, il paraît que vous avez une vie, Brice Darvel, absolument fantastique. Et j'avais une belle reçue. Et Jean Ray, pendant 10 minutes, de manière très placide, et comme ça, et il raconte des bêtises, quoi. Des bêtises. Et c'est là où il dit, justement, avec la grand-mère Sioux, donc il dit, voilà, mais je suis en même temps de descendance
flamande et indienne, puisque ma grand-mère était sioux. Donc mon grand-père l'a engrossée aux États-Unis, et puis elle a traversé tous les États-Unis et la mer pour rejoindre mon grand-père à Gand. Et il dit ça avec une telle assurance, et Pierre Dumayet est fasciné. On revoit ça dans le regard de Pierre Dumayet, et donc à chaque fois, Pierre Dumayet continue à aller dans ce sens-là. Et à la fin, c'est pour ça que tout est lié, à la fin il dit, oui, mais donc, dans votre recueil, il vient juste de rééditer le livre des fantômes, et il dit, mais dans votre recueil, donc, vous avez vraiment rencontré un fantôme? Et j'en ai, oui, j'ai vraiment rencontré un fantôme. Puisqu'il vient de raconter de la fiction, il raconte encore une fiction. Et ce qu'il raconte comme anecdote, il raconte tout simplement, c'est un tiers de l'émission de Pierre Dumayet, c'est une nouvelle. Et donc il raconte mon fantôme à moi. Et dit, voilà, oui, j'avais 8 ans quand j'ai rencontré pour la première fois l'homme au foulard rouge. Et donc j'ai bien vu que c'était un fantôme, mais vous savez que ceci, etc. Et Pierre Dumayet qui est là, c'est fascinant. Donc c'est un homme libre, c'est un homme texte. Et ça participe, encore une fois, je trouve ça beaucoup plus beau. Et donc il y a eu cette œuvre majeure, quoi. Et je terminerai avec ça, parce qu'après, parfois on me dit que je suis un peu bavard, mais c'est pas vrai. J'aurais écrit à Claude Seignol le lendemain de l'émission de Pierre Dumayet. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, je suis quand même abasourdi de voir que Pierre Dumayet ne m'a posé des questions que sur ma vie. Et il n'a pas parlé de mon œuvre. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que Jean-Rey lui-même savait que cette légende, ce personnage de fiction qui était en adéquation avec son œuvre, était nécessaire pour le retour, mais il avait peur aussi. Il avait peur tout simplement de voir que si on s'accordait à voir Jean-Rey comme personnage, ça oblitérait son œuvre. Et ce qu'on doit redécouvrir maintenant, c'est pour ça qu'il faut voir cette légende comme une fiction, peut-être une des plus belles fictions de Jean-Rey, mais ce qu'on doit redécouvrir maintenant, et ce qui fait l'actualité de Jean-Rey, ce sont véritablement ses textes. Ce sont son inventivité, son style, des phrases qu'il est le seul à pouvoir écrire. C'est cette noirceur qui est toujours distanciée, c'est ce côté mystificateur qui est absolument extraordinaire. Et encore une fois, la légende, pour moi, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus intriguant de voir que la légende, ça fait partie d'un personnage qui est finalement un mystificateur dans son appel. Est-ce que son œuvre n'a pas servi à asseoir le personnage, c'est-à-dire à lui donner une importance parce que finalement, sa vie avant son œuvre littéraire, c'est pas quelque chose qui est particulièrement brillant. Comme vous le disiez vous-même, il a un désir de reconnaissance qui est extrêmement important. Est-ce que son œuvre, ça ne lui a pas permis d'une certaine manière d'exister tel qu'il voulait exister aux yeux des autres? Oui, bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il y a une contamination entre les réciproques. C'est-à-dire que son œuvre lui permet de construire son personnage. Il est devenu Jean-Rey. Il est devenu Jean-Rey. Par son œuvre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis toujours, il y a bien la différence. Pour moi, la légende, pour Jean-Rey, vous voyez, il faut peser la différence. Pour Jean-Rey, c'est vrai. Parce que je songe à ce DVD qui a été édité il y a quelques années avec une réédition d'un autre texte, où c'est réellement une mise en scène, quoi. Ah oui. Il pose au vieux sage, c'est vraiment une mise en scène. Ah oui, oui. Oui, c'est une mise en scène. C'est une mystification qui est absolument... Donc les deux, c'est à chaque fois... Il fait même probablement plus que se prêter à ça. Il a dû influer sur la manière dont le reportage a été tourné, dont l'interview. C'est le reportage au Château des Comtes, dans la salle des tortures du Château des Comtes. Qui est en DVD. Qui est absolument aussi terrible, parce que là, il est au coin du feu. À un moment, il raconte la légende pure. Là. Il est au coin du feu, donc c'est un petit vieux pour voir quand même qu'il a... non, je regarde dans la salle. Non, c'est pas un petit vieux, il est assez jeune finalement, il a 77 ans. Voilà comment on peut commettre les impairs. Et donc c'est un petit jeune de 77 ans au coin du feu qui est là en train de raconter.